Bonjour, dans le cadre de l'école thématique sur la fabrication additive métallique, je vais vous parler de la physique du procédé faisceau d'électrons sur lit de poudre. Je m'appelle Tiberiu Minea et je dirige le laboratoire de physique des gaz et plasma à l'université Paris-Saclay. Donc vous avez mes coordonnées en bas de page. Le plan de mon intervention concerne essentiellement la physique des sources d'énergie et notamment les faisceaux d'électrons. Alors, on va parler de la production et de la mise en forme de ces faisceaux d'électrons, les phénomènes physiques qui apparaissent lors de l'interaction entre l'électron et la matière, le dépôt d'énergie des électrons sur la poudre, et on finira par une comparaison avec le procédé laser que vous connaissez bien mieux. Avant de rentrer dans la physique des faisceaux d'électrons, regardons une quantité très importante qui est la densité volumique d'énergie et qui est la quantité nécessaire pour faire fondre un certain volume de matière. Donc ici, vous avez une section transverse d'un cordon qui a été obtenu avec un laser de puissance P et qui se déplace dans une direction qui est perpendiculaire au plan de la feuille. Donc l'énergie nécessaire pour la fusion, elle est relativement faible, hein, elle est inférieure à 10 joules par millimètre cube, alors que l'énergie nécessaire pour la vaporisation, elle est typiquement 5 fois plus élevée. Eh bien, pour obtenir une bonne qualité matière, il faut que l'énergie déposée par la source soit plus proche de l'énergie de vaporisation que de l'énergie de fusion. Donc c'est dans ces zones-là où on obtient les meilleures pièces. Et donc il faut retenir que cette densité volumique d'énergie, elle est égale à la puissance divisée par la section transverse divisée par la vitesse. Alors avec cette introduction, on va regarder la mise en forme des faisceaux. Les électrons sont des particules chargées négativement. Un électron qui est proche du repos, qui a une vitesse quasi nulle, il va gagner de l'énergie dans un champ électrique si il se déplace sans collision. Cette énergie est proportionnelle au champ multiplié par la distance parcourue. Eh bien, c'est avec cette énergie qu'il va frapper la surface et qu'il va déposer en surface. Si il est soumis à un champ magnétique, les électrons vont avoir une trajectoire de gyration autour des lignes du champ. Et cette propriété va nous permettre la mise en forme des faisceaux d'électrons, notamment la focalisation par des miroirs électromagnétiques et des lentilles électromagnétiques. Une question qui se pose, comment produire des faisceaux d'électrons? La façon la plus simple de faire, c'est d'utiliser émission électronique à partir d'une surface, et notamment des surfaces de métaux qui sont caractérisées par des niveaux d'énergie à l'intérieur du métal, telles qu'elles sont expliquées ici, et qui obéissent à la loi de Fermi-Dirac, qui est exprimée ici. Donc, à 0 Kelvin, le dernier niveau occupé par les électrons, c'est l'énergie de Fermi. Et pour libérer un électron du métal vers le vide, qui se trouve à une certaine distance, barrière énergétique, ici Phi, eh bien, il faut pouvoir donner de l'énergie à ces électrons. Une façon de faire, c'est de chauffer le métal. Et si on chauffe le métal, on va dépeupler une partie des électrons qui se trouvent en dessous du niveau de Fermi et on va peupler les niveaux d'énergie au-delà du niveau de Fermi. Et la queue de distribution, elle peut avoir des électrons au-delà de l'énergie de la barrière.
La distribution des électrons, dans ce cas-là, elle obéit à la loi classique qui est la loi de Boltzmann-Maxwell, qui est exprimée ici. Et le courant qui est extrait, c'est le courant de Richardson-Dushman, proportionnel à la température de la surface au carré. Utilisé couramment pour créer un faisceau d'électrons. Alors ici, vous avez le courant qui peut être tiré d'une certaine surface chauffée en fonction d'un petit potentiel d'extraction. Alors, le potentiel d'extraction, ce n'est pas le potentiel d'accélération. Donc, vous avez le courant maximum, vous voyez qu'il peut arriver jusqu'à une centaine de milliampères, hein, que ce que vous avez à peu près ici. Et on va employer une tension d'accélération de 60 à 80 kV, ce qui va nous donner une puissance sur un faisceau d'électrons, sur un canon à électrons, entre 6 et 8 kW, ce qui est significatif et beaucoup plus grand que ce qu'on a typiquement sur un laser. Hein, on a à peu près. Pour résumer, un canon à électrons est une machine qui est composée d'une cathode, donc la source d'électrons, qui peut être soit un filament, soit une pastille, par exemple tungstène et la B6, ou un autre matériau avec un travail de sortie relativement faible. Ensuite, il y a un petit potentiel extracteur, hein, de typiquement quelques kilovolts, et on va retrouver une anode avec un fort potentiel qui est le potentiel d'accélération entre 60 et 80 kV. Pour permettre la mise en forme du faisceau, on trouve un jeu de 3 bobines et qui permettent l'obtention d'un spot d'à peu près 150 microns. Il ne faut pas oublier que l'ensemble de cette machine fonctionne uniquement sous vide. Comment ce faisceau d'électrons? L'interaction rayonnement-matière a été traitée dans le cadre des hautes énergies, notamment des énergies de plusieurs mégas, voire giga-électronvolts. Cette énergie-là, on a la dualité onde-corpuscule et on va retrouver des noms de rayonnement type alpha, bêta, gamma, sans distinction. Alors que alpha, c'est des noyaux d'hélium, bêta, ce sont des électrons et gamma, ce sont des photons extrêmement énergétiques. Si on regarde la distance de pénétration de ce rayonnement, on observe qu'elle augmente en diminuant la masse et donc on va retrouver le rayonnement des électrons quelque part intermédiaire en termes de pénétration par rapport aux particules alpha qui sont très peu pénétrants et gamma qui sont très pénétrants. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les électrons arrivent en contact avec un solide? Eh bien, ils vont créer ce qu'on appelle une poire d'interaction. Hein. On l'appelle poire puisqu'elle a effectivement la forme du fruit et que la plupart des électrons sont arrêtés à l'intérieur du solide. Ensuite, il y a une très petite fraction qui est réfléchie, si vous voulez. On appelle ce phénomène rétrodiffusion, donc des électrons primaires qui vont revenir du même côté qu'ils arrivent, avec une énergie qui est proche de l'énergie incidente du faisceau. On aura des électrons secondaires, c'est des électrons qui sont produits par la matière suite à l'action des électrons primaires. On aura le rayonnement X notamment, qui sera produit par un réarrangement des électrons dans les couches internes de la matière suite à l'action des électrons primaires. Et on aura la cathodoluminescence, c'est-à-dire des photons UV ou visibles qui vont être émis aussi lors de réarrangement des couches électroniques. Donc ici au milieu, vous avez un calcul Monte-Carlo qui vous montre un petit peu les trajectoires de ces particules-là lors de l'interaction d'un faisceau avec la matière solide. Et les deux figures à gauche et au milieu sont calculées pour des faisceaux qui font à peu près 1 micron de diamètre. Dans le cas de la fabrication additive, le diamètre du faisceau il est autour de 100 à 200 micromètres. Et donc on va retrouver ces phénomènes-là, mais vous les imaginez accolés les uns aux autres. Donc en fait, on va adresser des volumes de matière qui seront beaucoup plus conséquents.
Un autre phénomène important dans le cas de rayonnement avec les électrons, ce sont les effets de charge de surface et notamment dans le cas des poudres isolantes qui sont par exemple oxydées superficiellement ou dans le cas où ces poudres sont en mauvais contact avec la plaque qui est en dessous et qui est généralement reliée à la masse. Dans cette situation, on peut avoir un effet de répulsion coulombienne qui apparaît et qui va conduire au soulèvement de poudre. Ici, j'ai fait un calcul pour une poudre de fer de 40 microns de diamètre. C'est la qui représente un volume de 33 500 microns et qui a une masse de 0,26 microgrammes. La force gravitationnelle, elle est calculée, elle vaut 2,6 micronewtons. Alors si on éclaire, si on irradie cette poudre avec un faisceau, on aura un dépôt de charge qui va se faire à la surface et que, en présence d'un bon contact électrique, cette charge elle va s'évacuer vers le plateau, ou alors, dans le cas d'un moins bon contact, les poudres vont accumuler de la charge et notamment ici, vous avez un calcul qui est fait avec une trentaine d'électrons à la surface et dans le cas où chaque poudre qui est en dessous et celle qui est au-dessus reçoit à peu près la même quantité d'électrons qu'elle n'arrive pas à évacuer, la force électrostatique répulsive vient compenser la force gravitationnelle et la particule se soulève. Par mon collègue. Si on regarde encore le dépôt d'énergie des électrons sur la surface, le pouvoir d'arrêt, c'est-à-dire la perte d'énergie moyenne pour chaque particule incidente suivant le chemin parcouru dans la matière, a été calculé dans les années 30 par Bethe. Et ici, vous avez la formule qui correspond au pouvoir d'arrêt des électrons. Donc, elle fait intervenir l'énergie du faisceau incident, exprimée en électronvolts, le chemin parcouru à l'intérieur de la matière, exprimé en angstroms, la charge élémentaire, le nombre d'Avogadro, la densité volumique, le nombre atomique et le nombre de masse du matériau, ainsi que la valeur de l'énergie instantanée à une distance S à l'intérieur de la matière, ainsi que le potentiel d'ionisation du matériau. Le pouvoir d'arrêt, calculé ici pour le tungstène, est représenté sur la courbe de gauche avec l'énergie perdue par unité de longueur, donc exprimée en mégaélectronvolts par centimètre, en fonction de l'énergie du faisceau incident. Et vous voyez ici, en jaune, la zone qui correspond au procédé faisceau d'électrons. Donc, le dépôt d'énergie, il est beaucoup plus important pour des électrons de faible énergie et de forte énergie. Et de ce fait, dans la fabrication additive, on a une pénétration relativement importante des électrons avec une perte qui est relativement faible. Et on va retrouver les électrons sur une dizaine, voire une vingtaine de micromètres pour une énergie de 60 kV. En appliquant ce calcul pour une distribution de poudre qui correspond typiquement à la fabrication par faisceau d'électrons, c'est-à-dire une poudre entre 25 et 80 microns, on obtient ici la zone où les électrons perdent le maximum de leur énergie. Vous voyez ici la partie plus décolorée et ceci donne un terme source de 10 puissance watts
par mètre cube. Imaginez balayer la surface. Donc si on fait un calcul pour obtenir un ordre de grandeur, et ici on a un exemple pour le niobium, on arrive que l'énergie, le temps nécessaire pour faire fondre une microparticule complète, c'est de 600 nanosecondes. Donc on voit bien que le faisceau d'électrons il est extrêmement efficace pour pouvoir fondre. On arrive à la fin et on va comparer. Si l'on compare à présent le dépôt d'énergie par laser avec le dépôt d'énergie par faisceau d'électrons, on constate que le laser perd la quasi-totalité de son énergie sur une épaisseur extrêmement faible, qui est l'épaisseur de peau, donc quelques dizaines de nanomètres suivant la conductivité électrique du matériau, alors que le faisceau d'électrons, comme nous l'avons vu, perd son énergie sur une profondeur qui est de l'ordre de la dizaine de micromètres, voire plus. Et ici, je présente un calcul pour une poudre de 50 microns de diamètre, où le volume de perte d'énergie pour le laser, c'est presque 40 micromètres cubes, alors que dans le cas du faisceau d'électrons, il est 1500 fois plus élevé. De ce fait, on va retrouver dans le cas de la fusion des effets de température très différents. Donc la température est exprimée ici sur la verticale et le faisceau laser est en pointillé alors que le faisceau d'électrons est en rouge vif. Et on observe une pointe de montée en température sur le laser qui correspond à la formation d'un K-hole, alors que dans le cas du faisceau d'électrons, la montée en température elle est limitée. Ceci correspond à la vitesse longitudinale, le profil longitudinal de température. Si on regarde le profil transverse, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le faisceau se déplace vers la feuille, eh bien, on observe que dans les deux cas de figure, on a un fond relativement plat avec, encore une fois, une température plus élevée dans le cas du laser. On a un effet Keyhole qui est réduit dans le cas du faisceau d'électrons. Maintenant, si on compare les deux, on observe à gauche les caractéristiques pour les lasers, notamment pour les photons, à droite pour les électrons. Et on a une puissance du laser qui va de 50 au kilowatt, alors que le faisceau d'électrons peut monter jusqu'à la dizaine de kilowatts facilement. Une taille de spot plus intéressante pour le laser, autour de 75 micromètres, alors que dans le cas du faisceau d'électrons, c'est 150 micromètres. Un prix plus élevé pour le laser, typiquement un facteur 2. Au niveau des dommages sur la pièce, eh bien, on peut avoir effectivement des problèmes de refroidissement pour un certain nombre de matériaux, notamment un laser, un petit peu moins dans le cas du faisceau d'électrons, par le fait qu'on est sous vide et qu'on a un recueil in situ pendant le process, alors que la pièce est refroidie en convection forcée au niveau du laser. L'inconvénient, c'est qu'on travaille à pression atmosphérique dans le laser, mais sous vide dans les électrons. Donc ça, c'est un très très gros inconvénient pour les faisceaux d'électrons. En revanche, la vitesse de balayage du spot, elle est beaucoup plus grande dans le cas des faisceaux d'électrons que dans le laser, et tout simplement par le fait qu'elle est réalisée par des bobines électromagnétiques. Et donc ceci conduit à un chauffage en profondeur, et donc ça évite les craquelures, une meilleure qualité de la matière. Bon, c'est le message que je voulais vous faire passer. Je vous souhaite une très bonne école.